Je veux tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ces 2 dernières années, on a beaucoup dit et écrit et entendu au sujet du rôle des médias dans les événements qui secouent la région, le monde arabe, d'Afrique du Nord jusqu'au Golfe arabo-persique. Mais pour autant, peu de réponses concluantes ont été apportées. C'est vrai qu'il est difficile de porter un jugement de valeur et de procéder à une évaluation d'une situation qui est toujours en cours, en évolution. Cependant, les données et les informations qui sont aujourd'hui disponibles pour les observateurs, les analystes, les chercheurs, sont assez suffisantes pour, dans une première lecture, dresser un bilan pour apporter des éléments de réponse qui pourraient aider à rectifier certaines anomalies, pour ne pas dire certaines maladies graves qui rongent aussi bien le métier de journaliste que certains supports médiatiques. Et je dirais que c'est à cause, ou peut-être grâce au printemps arabe, que ces maladies ont pu être détectées. Ce qui devrait nous mener, nous autres journalistes, mais aussi le public, le récepteur, à réfléchir ensemble aux problématiques et aux remèdes. Mais ne plaçons pas les bœufs avant la charrue. Essayons d'abord de donner la véritable mesure du rôle des médias dans le printemps arabe, de faire la part des choses entre ceux qui veulent exagérer ce rôle et ceux qui, au contraire, veulent le réduire, le minimiser. On a lu, on a entendu que les réseaux sociaux ont été le détonateur des révoltes contre les dictatures qui opprimaient les peuples arabes pendant des décennies en Tunisie, en Libye, en Égypte, ou encore en Syrie, au Yémen, à Bahreïn. Certains ont même parlé de la révolution de Facebook. Il est clair que le développement du Web 2.0 a favorisé la diffusion des idées et facilité la communication entre les militants et entre ces militants et le reste de la population. Il a joué un rôle important dans la mobilisation, un rôle mobilisateur. Il a diffusé l'information à grande échelle. Il a permis de faire connaître aux opinions publiques locales et internationales l'étendue de la répression. Il y a des chiffres qui sont assez révélateurs dans ce cadre. Par exemple, au Caire, en janvier 2011, lorsque les manifestants ont occupé la place At-Tahrir, Twitter a enregistré presque un tweet par seconde en provenance d'Égypte à destination du reste du monde. Grâce à Twitter et aux autres réseaux sociaux, les manifestants ont attiré et focalisé l'attention des médias, ce qui leur a fourni une visibilité à l'échelle mondiale. Cela a certainement contribué à développer un élan de sympathie au sein de l'opinion publique internationale et occidentale particulièrement, et accélérer la mise en place de mécanismes de pression sur le régime de Hosni Moubarak qui ont sans doute eu un impact sur la suite des événements, sur l'évolution future de la situation. Sur un plan plus pratique, à travers les médias, les réseaux sociaux, les médias sociaux, les manifestants ont reçu des informations sur la façon d'affronter les forces de l'ordre, avec des cartes qui montrent les points de ralliement pour les manifestants, les raccourcis, les routes sûres. Ils ont reçu des conseils pour se protéger des gaz lacrymogènes et des autres techniques de répression. Mais le mot détonateur est inadéquat. La technologie ne peut pas être la source d'une révolution. C'est la combinaison de conditions socio-politiques et économiques qui surviennent à un moment opportun de l'histoire qui provoque une révolution. Un incident particulier comme l'immolation de Tariq Bouazizi à Sidi Bou Zaid en Tunisie peut être considéré comme une étincelle. Les médias serviront alors à attiser la révolte, à la faire connaître. Les médias sont donc un outil essentiel certes, mais pas autant que la détermination des gens à consentir des sacrifices pour atteindre leur objectif. Si les caméras n'étaient pas braquées 24 heures sur 24 place At-Tahrir en janvier 2011, la répression aurait pu se dérouler sans témoins. Silence on tue ou on tue en silence. La révolution aurait-elle été écrasée? Ce n'est pas sûr. D'autres révoltes
qui se déroulent sans projecteur depuis longtemps se poursuivent. Elles ne sont pas mortes. Je pense par exemple à l'insurrection kurde qui a éclaté en 1984 et qui se poursuit loin des caméras, loin des projecteurs, et il n'y a pas d'image qui nous montre réellement ce qui se passe à Diyarbakir. Même chose pour Bahreïn, où la révolte ne s'essouffle pas 2 ans après son éclatement, malgré la répression qui sévit là aussi en silence. Cette politique des 2 poids, 2 mesures au niveau médiatique a poussé certains auteurs, certains chercheurs à dénoncer ce qu'ils ont appelé un apartheid médiatique. Attribuer les révolutions aux seuls réseaux sociaux serait donc une erreur. À cet égard, Mounir Ben Salah, qui est l'auteur d'un ouvrage « Réseaux sociaux et révolutions arabes », estime que le rôle de ces réseaux a été exagéré, notamment en Occident. La révolution Facebook ou Twitter, c'est le nom qu'on leur a donné, sont selon lui un mythe ou une fantaisie née des raccourcis journalistiques. Il reconnaît toutefois qu'ils ont accompagné les révolutions, ont servi à mobiliser, à informer et à s'informer, voire à attiser la colère. Les médias sont donc nécessaires pour faire connaître la cause et accélérer le cours de l'histoire, mais aussi pour le ralentir. L'exemple des révoltes, de l'insurrection kurde et de la révolte à Bahreïn sont assez vivants pour le prouver. L'information véhiculée par les réseaux sociaux est reprise par les agences de presse internationales et les médias de masse, notamment les télévisions, qui en amplifient l'impact d'une manière exponentielle. Ces grands supports médiatiques comme la CNN, la BBC, France 24, Al Jazeera, Al Arabiya ou pour les agences internationales l'AFP, Reuters, AP pour ne citer que, produisent près de 80% de la matière médiatique qui circule tous les jours dans le monde. Ils contrôlent donc le processus de production et de fabrication de l'info et aussi les flux d'informations. Or, ces médias appartiennent directement ou indirectement à des États, ou lorsqu'ils sont privés, ils font partie des médias conventionnels qui véhiculent des valeurs et des idées bien déterminées qui s'inscrivent souvent dans le cadre de stratégies étatiques. Parfois, ces médias ne sont plus des vecteurs d'information, mais deviennent carrément une extension de la diplomatie des États qui les financent. C'est notamment le cas de la chaîne qatari Al Jazeera ou de la télévision saoudienne Al Arabiya. Al Jazeera occupe la première place au niveau des taux d'audience dans le monde arabe, avec des chiffres qui peuvent atteindre parfois 62% dans certains pays et 32% dans le Maghreb arabe. Ces grandes chaînes de télévision ont intégré dans le processus de fabrication et de diffusion de l'information les réseaux sociaux et leurs acteurs, décuplant ainsi leur taux de pénétration et par conséquent leur influence au sein des opinions publiques. Elles présentent une vision manichéenne des événements pour servir des objectifs géopolitiques qui ne sont pas clairement explicités au commun des mortels, au public, aux récepteurs. Elles mettent en œuvre une forme moderne de propagande basée, entre autres, sur le concept dit des causes essentialisantes, c'est-à-dire proposer des réponses simples, je dirais même simplistes, à des problèmes qui sont extrêmement complexes. S'agissant par exemple de la guerre du Mali, on mettra en avant les causes humanitaires qui ont justifié l'intervention de la France, le souci de libérer le nord du Mali du joug des islamistes. On ne parlera pas de l'uranium, on ne parlera pas du gaz. Pourtant, toutes les guerres ont quelque part, et surtout, des raisons économiques. Ces médias auront recours aussi à ce qu'on appelle les glissements sémantiques, c'est-à-dire utiliser des euphémismes pour atténuer l'impact d'un incident qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l'opinion publique ou des effets contraires à ceux qui sont souhaités. On dira par exemple dommages collatéraux lorsqu'un drone américain tue des civils au Yémen, mais il s'agira d'un massacre lorsque c'est l'armée syrienne qui tue des civils. On dira faire un usage disproportionné de la force à tel endroit. On parlera de répression sauvage à tel autre endroit. On utilisera le mot frappe au lieu de bombardement pour en atténuer l'impact, etc. La liste est très longue. Ces médias se livreront également à une surdramatisation
pour mobiliser l'opinion, pour chauffer à blanc les esprits, ce qui se traduit aujourd'hui par une tension sans précédent entre sunnites et chiites à l'échelle de la région du Moyen-Orient. Les techniques les plus répandues dans ce domaine sont la victimisation, l'héroïsation, la diabolisation de l'adversaire à qui on attribue tous les maux pour le déshumaniser. Pour donner plus de crédibilité à l'information diffusée, les grandes chaînes offrent des tribunes aux fameux témoins oculaires. Il s'agit de personnes qui ont l'immense privilège d'occuper le précieux espace-temps médiatique pour raconter une version des faits. Souvent, ils sont présentés par des pseudonymes, le visage caché pour des raisons de sécurité, dit-on. Il faut donc les croire sur parole sans avoir la possibilité de mettre en doute ce qu'ils disent ou d'écouter un autre son de cloche. Cette pratique est une version dénaturée d'un concept qui est déjà lui-même problématique à mes yeux, celui de journaliste citoyen. Je n'ai jamais entendu parler de médecin citoyen, d'ingénieur ou d'architecte citoyen. Le journalisme est bien le seul métier qui peut être pratiqué par des amateurs, ou laissez-moi dire par des non-professionnels. Pourtant, la collecte, le traitement, la vérification, le recoupement et la diffusion de l'information nécessitent un savoir-faire qui ne peut être acquis qu'après des années de formation et autant d'expérience. Que des médias jugés respectables contribuent à vider le métier de son sens est franchement affligeant. Pour toutes ces raisons, et pour d'autres encore, mais je pense que je n'ai plus le temps de les développer, je ne fais pas partie de ceux qui s'extasient devant le rôle des médias dans le printemps arabe. Je suis même inquiet du fait que le métier de journaliste traverse une saison d'automne. Merci.